Bienvenue sur cet épisode des Jasettes de l'Espoir. Mon nom est Karine Guillemette, responsable de l'aide aux familles pour la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Ce podcast a pour but de vous présenter des gens extraordinaires qui s'impliquent avec la Fondation, que ce soit à titre de bénévoles, de donateurs, mais surtout de vous présenter ces merveilleuses familles touchées par la maladie de leur enfant. À travers ce podcast, nous voulons mettre en valeur leurs histoires et vous partager l'impact que notre organisme a dans la vie des familles que nous soutenons. Au nom de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, bienvenue à une autre Jasette de l'Espoir. Patrice Bélanger, très heureux de vous accompagner et d'avoir ce privilège de jaser avec des gens importants, pertinents, dans le but de vous faire peut-être connaître, découvrir ou redécouvrir cette fondation qui est celle dont je suis le très, très fier porte-parole, la Fondation des gouverneurs de l'Espoir qui vient en aide aux familles avec des enfants gravement malades. Tout un programme, encore une fois, avec des invités hautement pertinents à vous présenter au cours des prochaines minutes. Et à commencer par celle qui est la présidente directrice générale d'une fondation avec laquelle on a énormément de partenariats et vous allez comprendre pourquoi, parce que plusieurs des familles avec des enfants gravement malades aboutissent chez eux. Je parle du CHU Sainte-Justine. Maude Cohen, salut. Bonjour. Content de te jaser pour lancer cette autre brin de jasette aujourd'hui. D'abord et avant tout, si tu nous décrivais un peu ce qu'est ton mandat d'être présidente, directrice générale d'une fondation, d'un centre hospitalier comme CHU Sainte-Justine. Oui. Bien, écoutez, tout le monde connaît Sainte-Justine. En fait, on connaît la portion qu'on a vécu avec Sainte-Justine. Mais en fait, Sainte-Justine, c'est un centre hospitalier universitaire qui a une mission, oui, de soins, offre les soins quaternaires, tertiaires, des soins ultra poussés, ultra avancés. On connaît tout ça. Mais c'est aussi un centre universitaire, donc il y a une mission d'enseignement, de former la prochaine génération de soignants. Puis quand on parle de soignants, maintenant, on l'a vu avec la pandémie, d'ailleurs, on parle plus que des médecins. On parle des futures infirmières, des futurs ergothérapeutes, des futurs physiothérapeutes, mais qui a aussi une mission de recherche. Alors, on a des projets financés, entre autres, par la Fondation des gouverneurs de l'Espoir qui permettent de faire avancer les soins, d'amener des nouvelles connaissances aux enfants pour lesquels, parfois, il n'y a plus d'options et donc de pousser vraiment plus loin les soins puis de faire en sorte qu'on est en mesure de trouver des solutions à des problèmes pour lesquels on n'en a pas en ce moment. Évidemment, plusieurs fondations comme la nôtre convergent vers la vôtre pour créer ces amalgames et ces partenariats dans le but d'aider différents paliers de recherche ou de machinerie médicale. J'ai envie évidemment qu'on parle de la nôtre, la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. C'est plusieurs projets là, qui sont financés ou appuyés par la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, c'est ça? Oui, tout à fait. Et les premiers dons de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir remontent à 2007. Alors, il y en a eu des projets financés depuis ce temps-là. Et puis, des projets vraiment de toutes sortes qui vont vraiment directement au niveau des soins, au niveau de l'enseignement avec la boursière Catherine Demers, dont on va peut-être parler un petit peu plus tard, mais aussi dans des projets de recherche, puis des projets de recherche qui permettent de soigner des jeunes, d'aller plus loin puis d'avancer les connaissances, comme je le mentionnais tout à l'heure. Les projets de recherche, est-ce qu'on les méconnaît? Je m'explique. J'ai l'impression que souvent, les gens vont vouloir ou bien aider la famille directement, ce qui est le cas une des façons de faire de la Fondation, mais sinon, on veut peut-être une machine, une bébelle qui est tangible, qui est concrète et qui va envoyer un laser ou un traitement X ou Y qui va faire du bien à l'enfant, qui va apaiser sa douleur ou le soigner. Une recherche, est-ce que c'est plus difficile parfois de convaincre une fondation d'injecter des sous dans un projet de recherche, ou si je suis naïf puis je me trompe? Non, pas du tout. C'est vraiment une étape de plus dans la philanthropie, de convaincre des gens d'investir en recherche, parce qu'effectivement, on ne sent pas tout de suite concrètement l'impact sur l'enfant. Donc, ça prend vraiment du gut, ça prend une prise de risque pour dire, ben moi, je vais essayer de pousser plus loin les connaissances. Puis c'est un risque parce que ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais ultimement,
On le sait alors que ça va pas fonctionner, cette avenue-là. Et si on n'investit pas dans la recherche, ben on se contente du terrain de pratique que l'on a à l'heure actuelle. Puis on l'a vu avec la COVID, c'est pas possible. Ben non, il faut repousser ces limites-là à chaque fois. Ben oui. Il faut pousser les limites, il faut aller plus loin, il faut faire avancer les connaissances, puis il faut le faire vraiment de façon très humaine, bien sûr, mais il faut le faire vraiment de façon affirmée. Alors, ça prend beaucoup de courage, mais c'est une des choses que j'admire le plus avec la Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'est ils sont déjà convaincus de ça, les gens qui sont là. Ils savent, tu sais, ils connaissent les médecins, ils connaissent les professeurs, ils connaissent les infirmières qui travaillent là et ils savent que c'est important. Et si on parlait, j'ai quelques projets en tête là, dont on m'a acheminé certaines informations. Le projet VIE, valorisation, éducation, puis il manque le « i » au milieu. Vas-y, j'ai intégration, mais c'est pas ça. Vitalisation, valorisation. Attends, je te le trouve, regarde, ça s'ouvre à l'instant. Non, c'est moi qui... Implication, voilà. Implication. Valorisation, implication et éducation. Oui. Donc, quel est ce projet-là dans lequel, entre autres, là, s'implique notre fondation? Oui. Alors, le projet VIE, c'est vraiment un objectif d'avancer les connaissances au niveau du soutien des enfants qui vivent avec soit un traitement ou soit avec le cancer. Donc, on a vu, entre autres, la Fondation financer une bourse auprès d'une jeune ergothérapeute qui faisait un projet de recherche pour voir comment on pourrait accompagner des jeunes qui ont fait des traitements de chimiothérapie, qui développent souvent, en fait, c'est presque dans tous les cas, à moins qu'il y ait vraiment une prise en charge du jeune, qui vont développer du diabète ou qui vont développer de l'obésité. Alors, Catherine Demers, elle, ce qu'elle avait comme objectif, c'était de travailler avec la famille, avec l'enfant, pour faire en sorte que même une fois guéri, ben, il soit en mesure d'adopter des choix de vie qui permettent de minimiser l'impact des Donc, au niveau de l'alimentation, dès le départ? Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Wow. Donc, dès le départ, puis elle testait vraiment différentes approches et puis c'était vraiment un projet. Donc, encore une fois, c'est de tester des choses. On se doute que ça va avoir un impact, mais qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact? Il faut le savoir. Je peux vous dire demain, arrêtez de manger du sucre, mais c'est peut-être pas ça, la solution pour votre métabolisme puis pour le jeune. Non, mais... OK, c'était pas dirigé à moi personnellement. Non, OK, parfait. Non, je suis pas médecin, moi, je le dirais pas. mais c'est important de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus au niveau de l'activité physique. Pour avoir lu un petit peu sur le dossier du projet VIE, je voyais que l'alimentation a des conséquences directes sur les traitements suivis en chimiothérapie ou en radiothérapie par l'enfant en termes de sa qualité de réception de ces soins-là. Exactement. L'activité physique aussi. Et c'est parfait qu'on ait eu cette recherche-là et que cette boursière-là ait pu pousser à fond cette recherche parce que je comprends ce que tu disais tantôt par rapport à... Des fois, on dit « Ah ouais, mais on va peut-être aboutir à un échec ou à une réponse négative. » Oui, mais on a la réponse. On a exploité cette avenue-là grâce à cette recherche-là. Maintenant, allons voir ailleurs, mais il faut explorer des terrains qui vont donner un résultat négatif, mais c'est positif ultimement pour la recherche. Exactement. Tu me glissais juste avant que les micros et les caméras ouvrent. Docteur Sinette, c'est bien ça? Sinette, pardon. Professeur Sinette. Professeur Sinette, qu'en est-il de son dossier à lui? Professeur Sinette, lui, vraiment travaille sur la génomique et travaille vraiment sur la précision des soins. Alors, ce qu'il cherche à faire, c'est de minimiser les effets secondaires des différents traitements, s'assurer que un jeune qui fait des traitements de physiothérapie, de chimiothérapie, va être capable de développer moins d'effets secondaires dans son parcours en voyant comment est-ce qu'on peut ajuster le dosage, comment on peut ajuster les traitements qui sont faits autour du jeune. Donc, professeur Sinette avait ce projet-là qui a été financé aussi pendant de nombreuses années par la Fondation. On a la même chose au niveau des soins palliatifs. Est-ce que je peux en parler? Je t'en prie, avec Dr Marquis. Avec Dr Marquis, mais aussi dans le passé avec d'autres médecins. La Fondation est impliquée au niveau des soins palliatifs depuis longtemps. Puis moi, ça, c'est une des choses que je trouve le plus exceptionnelle ici parce que s'il y a un endroit, je parlais de la recherche, là, où c'est dur de convaincre les donateurs, mais s'il y a un endroit où c'est très, très difficile de convaincre les donateurs, c'est d'investir en soins palliatifs. Et pourtant, les gens, ils savent très bien que ces jeunes-là et ces familles-là ont besoin de notre aide. Et pourquoi on est hésitant d'aller dans ce domaine? Parce que c'est moins... je vais utiliser un gros terme, là, mais c'est moins sexy que d'investir là que dans un autre type de recherche. Je dirais pas que c'est la question d'être sexy. Moi, je pense que c'est peut-être aussi le malaise qu'il peut y avoir par rapport... On a un malaise par rapport à la mort. Hein? Assurément. Mais quand c'est la mort d'un enfant, puis quand c'est l'accompagnement d'une famille, les gens, ils savent pas toujours utiliser les bons mots, savent pas toujours comment je me place, qu'est-ce que je fais.
comment est-ce que je peux les aider? Ouais, mais ça, si je fais ça, comment ils vont percevoir ça? Donc, les soins palliatifs, en général, c'est des soins qui vont mener la personne, l'enfant dans notre cas, vers la fin de ses jours. Et puis, la Fondation des gouverneurs de l'espoir a toujours eu comme perspective qu'un enfant, peu importe à quelle étape de sa vie il est, a le droit aux soins les plus dignes possibles. Puis, faire de la recherche en soins palliatifs, je disais que la recherche, c'est pas sexy, c'est difficile à convaincre parce que l'impact n'est pas immédiat, mais de la recherche en soins palliatifs, puis on ajoute le thème soins palliatifs, c'est encore plus... tu sais, on investit là-dedans pour permettre ça. Et donc, ça prend de la vision, moi, je trouve, ça prend du courage, ça prend une compréhension humaine de ce que la famille puis de ce que les enfants vivent. Et ça, je leur ai toujours dit à chaque fois que je les rencontre, les gens de cette équipe-là. Pour moi, je dis pas que le reste, c'est pas bien, parce que c'est extraordinaire. Le docteur Perrault, il est en train de changer des vies. Il faut continuer à faire ça. Mais il ne faut pas arrêter non plus ce qu'on fait au niveau des soins palliatifs. Mais je suis comme fier de savoir que ma fondation, pas dans le sens possessif, mais que toute l'équipe de cette fondation-là, depuis longtemps, s'implique déjà là où c'est plus peut-être ardu ou difficile pour vous d'aller chercher le financement. Je suis comme fier de nous, de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Il y a de quoi en être fier, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis il y a des choses à faire, là. C'est quoi les soins? Comment on peut minimiser la douleur? Comment on peut aller plus loin? Comment on peut accompagner la famille? Ça demande de l'investigation. Il faut qu'on aille chercher ces informations-là. Il faut qu'on soit capable de le faire de façon adéquate. Et c'est là-dessus que se penche Dr. Marquis? Et c'est là-dessus que se penche Dr. Marquis. Et là, vous, comme toi, vous, je sais plus... Madame Maude, oui. Comme mes enfants avec leur professeur à l'école. Non, ça peut être Maude. mais quand, parce que là, toi, tu es à la Fondation Je suis Sainte-Justine, oui. Donc évidemment, je l'ai dit, plusieurs fondations vous font signe, mais est-ce que des fois, tu dois, toi, dans ta position, quand même aller convaincre certaines fondations de participer à tel ou tel projet et d'orienter certains dons que même nous, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, on vous dit, hey, on a une enveloppe de temps à vous offrir, on pensait aller là et que toi, tu fais, hey, sais-tu quoi, elle serait plus utile là. Oui, mais la beauté de la chose avec les gouverneurs, en tout cas, la relation qu'on a développée là, récemment, c'est vraiment depuis, je dirais, un bon 5-6 ans, même avant, c'est qu'on nous approche en disant parlez-nous de c'est quoi votre prochaine priorité. C'est quoi la chose la plus importante à financer avec le type de montant qu'on est capable de mettre, nous. Puis là, nous, on regarde c'est quoi le projet le plus prioritaire. De façon instinctive, il y a eu le projet de Dr. Perrault qui est arrivé parce qu'il y avait tellement de liens avec la Fondation. Vous l'avez vu, il y a tellement de liens avec la Fondation, avec Dr. Perrault. Juste pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ce podcast-là, qui est un neuro-oncologue et qui donc, par rapport aux tumeurs bénignes, essaie de voir comment on peut diminuer les conséquences d'une tumeur qui n'est pas invasive pour la vie de l'enfant, mais qui peut avoir des séquelles sur une tumeur au cerveau, par exemple, qui serait logée là et qu'on ne peut pas enlever, qui va avoir une atteinte à sa qualité visuelle, à sa qualité de vie, à sa qualité motrice ou au niveau des nerfs auxquels elle l'engageait, voilà. Donc, c'est là-dessus que portait, entre autres, que porte, en fait, actuellement sa recherche à lui, juste pour vous situer. Oui, tout à fait. Puis c'est à ce moment-là, alors c'est Mylène qui était venue me voir, puis qui avait dit, écoute, on a besoin d'un nouveau projet, on est prêt à investir dans un nouveau projet. C'est quoi votre projet prioritaire? Ça prend beaucoup de confiance aussi pour bâtir ces liens-là. Absolument. Puis ça, c'est important, vraiment, la relation qu'on a bâtie au fil des années. Quand je te parle depuis 2007, on a vraiment une belle relation de confiance. Et puis, ça veut quand même dire que toi, tu dois connaître, et là, tu vas me dire, oui, Patrice, c'est ça mon travail, mais je veux dire, tu dois connaître tous les pans de recherche et ou de besoins mécaniques, là, je parle de machines, pour Sainte-Justine? Oui, on travaille avec les équipes. On travaille avec l'équipe de direction sur une base régulière pour voir c'est quoi les prochains projets les plus importants pour lesquels ils ont besoin de financement. Mais on doit connaître aussi très bien nos partenaires, nos donateurs, savoir qu'est-ce qui va venir vraiment répondre à la mission de l'organisation ou qu'est-ce qui va venir dans le cas d'un individu, qu'est-ce qui vient vraiment solliciter un lien avec l'individu. On va tenter vraiment de rapprocher les causes que l'individu appuie ou les choses que l'individu a vécues avec son don pour faire en sorte qu'il y a vraiment l'impression de faire une différence au niveau des choses qui lui tiennent à cœur.
Ben, je suis très content de te jaser aujourd'hui parce que je l'ai dit en début de conversation avec toi, mais évidemment, la plupart des enfants qui ont cette ou ces maladies graves que la fondation, pour lesquelles les fondations viennent en aide, la fondation vient en aide. Je vais faire une phrase. IKEA, vous allez la reconstruire chez vous à la maison. Mais ce que j'allais dire, c'est que évidemment, après l'hôpital de quartier ou de secteur ou de région, selon où on est, ben on finit par aboutir dans ces cas extrêmes-là de soins nécessaires chez vous au CHU Sainte-Justine. Donc, très content de savoir que ce mariage, ce partenariat-là existe et de la façon dont tu me le décris, cohabite magnifiquement. C'est une super valse à deux. Il y a des enveloppes qui sont disponibles. On a le goût de s'impliquer. Vous nous guidez là-dedans. Et je nous félicite encore d'être audacieux et d'aller là où d'autres fondations ne vont pas. Et c'est parfait que d'autres fondations aillent ailleurs et que nous, on aille là. Je pense aux soins palliatifs, entre autres. Donc, merci de nous avoir éclairé sur les projets réels et concrets que la Fondation puisse épauler chez vous au CHU Sainte-Justine auprès de votre Fondation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu me dire sur la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir que tu n'as pas eu le temps de dire parce que je t'ai pas posé la bonne question? Non, ben je vais peut-être souligner par contre que vous avez appuyé quelqu'un de très près de ma famille et puis j'ai été extrêmement reconnaissante. Lorsque j'ai appris cette nouvelle-là, c'est sûr que moi j'ai tenté de les aider avec le petit peu que je peux faire, mais avec le grand peu que toute la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir peut faire avec l'ensemble de sa communauté, j'ai été extrêmement touchée. Puis c'est vraiment, votre mission est extraordinaire, ça touche les gens de près. Et puis, merci du fond du cœur pour ce que vous faites parce que, je veux dire, c'est tellement important. Les enfants, c'est notre avenir, hein? C'est notre avenir à tous. On entendait une petite fille tout à l'heure, puis c'est tellement important. C'est ce qu'on va être, nous tous, comme société plus tard. C'est les enfants qu'on a déjà été et on a été gâtés, choyés de la santé, ce qui n'est pas donné à tous et toutes. Donc, merci de ta présence ce matin. Et c'est drôle parce que celle dont tu parles, proche de ta famille, qui se trouve, si je me souviens bien, la cousine de ton père. Non, c'est la fille de mon cousin. En fait, c'est ça. Toi, tu es la cousine de son père. Je l'ai raconté à l'envers. Mais c'est celle qui s'amène là. Et ce sera une conversation, j'ai envie de dire, délicate sur un autre ton dans quelques instants parce que j'ai le bonheur de vous présenter deux parents qui ont été durement touchés par la maladie dans un passé tout récent, mais dans lequel on a réussi de s'impliquer. Alors, je prends une petite inspiration puis je vous retrouve avec eux dans quelques instants. Merci à vous autres d'être là, bougez pas. OK. C'est plein de tendresse et de délicatesse que j'aborde la prochaine jasette parce que je suis en compagnie de parents qui ont quelque chose de pas facile à nous partager, mais qui tenaient à être là pour le faire. Donc, je vous les présente d'emblée. Yannick, salut. Bonjour. Catherine, allô. Bonjour. Vous allez bien? Oui, c'est stressant un petit peu, mais fébrile, un peu nerveux. Oui. Puis comme je vais dire, un jour à la fois, fait qu'aujourd'hui, c'est parti de une autre étape. Parfait, excellent. Et si vous avez accepté de nous jaser, c'est écrit sur votre chandail « Super Milan ». Et c'est pour lui que vous êtes là aujourd'hui. Exactement. Qui est Milan, Yannick, Catherine? C'est notre bébé de nos 3 enfants, celui qu'on a donc dû dire au revoir le 24 août dernier. On s'est battu durant 2 ans avec 2 maladies parce qu'on a eu 2 diagnostics différents. Mais le dernier diagnostic a mis tous nos petits espoirs un peu de côté. On est resté positif jusqu'à la fin, mais cet été a été nos 3 derniers mois avec notre garçon à l'hôpital. Le 2 juin, notre vie a basculé. J'ai fait la réanimation, mon garçon. À la maison. Oui. Ouais. Et avec les 2 autres enfants, ma fille qui a appelé le 911. Oui. Et en fait, c'était un pneumothorax qu'on appelle. Fait que ça, c'est comme des bulles d'air, en fait, dans les poumons. Puis ça l'éclate. Puis quand ça l'éclate, en fait, c'est le manque de respiration. Là, tu peux le poumon qui rétrécit, qui devient comme un... Oui. Mais à la base, Milan avait la maladie de hystéréocytose à cellules de Langerhans. Et lui, c'était... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cancer mylioïde. OK, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais je pensais m'aider, mais là, ça... Certains chercheurs disent que c'est cancer, d'autres que c'est une maladie parce que tellement peu de recherches, donc peu de traitement. Ce que je comprends, c'est que Milan a comme gagné à une loterie à laquelle vous auriez mieux ne jamais participé. Là. Exactement. C'est comme un cas sur on ne sait pas combien de millions. Là. Exactement. Il y a 5 ou 8 enfants par million d'enfants qui a ça, en fait. Il y en a très peu. Aux États-Unis, ils en ont dénombré, en fait, 5 ou 6. Ils parlaient avec des spécialistes en dernier. Là. Ils parlaient avec des spécialistes de Memphis, au Tennessee.
Puis pour savoir comment on peut arrêter ça, mais en fait, non. Et on peut pas les arrêter. En fait, on peut juste mettre des tubes pour qu'ils puissent continuer à... Ça a été l'histoire de Milan pendant 3 mois à avoir des tubes cet été. Dans le but d'aider à sa respiration. Ouais, de dégonfler le poumon aussi, ouais. Mais c'était surtout comme une course contre la montre, je te dirais. On a comme compris l'ampleur des dégâts en fin juin, quand il y a une des docteurs qui s'occupait de Milan, qui a décidé de nous montrer les CT scans, toutes les PET scans, quand on a vu que c'était pas un peu pas un petit peu de kyste, mais des millions de kystes à travers les 2 poumons. Et Milan, il a quand même vécu un bon 8 mois en sachant que cette maladie-là, il n'avait pas fait de pneumothorax, c'est arrivé le 2 juin. Le cauchemar, mais après ça, on n'a plus retourner à la maison. On était censé cette journée-là, aller chercher une crème glacée, puis ça a tombé que finalement la crème glacée, elle a pris le bord. Ça a pris le bord, ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis d'emblée, merci d'être là. Parce que ça aurait été tellement facile pour vous de dire, savez-vous quoi, on va juste raconte-le, Pat, ou on va écrire un papier, ou je sais qu'il y a des réseaux sociaux qui sont là pour exposer tout ça aussi, mais dans une jasette de l'espoir, on veut vous faire découvrir la Fondation, ce que la Fondation fait, mais à qui elle vient en aide aussi. C'était important pour nous que vous soyez là, et je vous remercie d'avoir le courage de partager votre vécu. Donc, tu viens de raconter un peu la fin, le traumatisme final qui a emporté Milan quand même récemment. Mais le parcours de la maladie ressemblait à quoi à partir du moment où vous avez appris ce fameux diagnostic-là? Pour ma part, le coup a été beaucoup plus difficile pour moi et mon conjoint parce que Milan, un enfant de 3 ans, en fait, il avait 2 ans à cette époque-là, il savait pas c'était quoi la maladie, puis lui, il a toujours été comme ça, ça a toujours été plus difficile, la respiration, marcher, ça a été plus difficile parce qu'il y avait quand même, son foie a été touché et les poumons, donc son foie était beaucoup plus gros qu'à la normale. Et il y a beaucoup de problèmes d'équilibre. Mais Milan, c'est la musique qui l'animait. Lui, là, tu partais le drum puis tu mettais une chanson de Metallica, AC/DC. On les écoutait Iron Maiden, on écoutait du Linkin Park. Excuse-moi, je ris, parce que je connais l'histoire où tu t'en vas, mais reste que quand tu lis sur un enfant de 2 ans et 3 ans que c'est Metallica, mais du gros rock qui le faisait triper, et que les comptines habituelles d'un caillou ou d'une musique un peu plus classique pour tout, parce que tu me racontais juste avant que ça commence qu'à un moment donné, pour un CT scan, la machine où ils doivent être un peu immobiles et comment dire, sage, ça fonctionnait plus avec du caillou? Non, caillou fonctionnait pas. J'ai juste demandé, Milan, il ne parlait pas, donc il répondait souvent par on ou par i pour dire oui ou non. OK. Puis quand je lui ai dit, maman, elle va te mettre du Metallica, il a fait i. Puis là, on l'entendait pas. Tout ce que je voyais dans le CT scan, c'est le petit pied qui bougeait, puis le petit doigt qui faisait aller comme ça. Puis je voulais rajouter, je me rappelle, en fait, quand on allait souvent avant les traitements, pas les traitements, mais les examens, en fait, qu'on faisait, il prenait mon téléphone, ma fameuse grosse tablette tantôt, là, mon téléphone, mettait dans ses mains, puis il partait la musique lui-même, puis il swappait tout ça. Ah oui! Puis moi, on avait beau mettre autre chose, il remettait son Metallica. Puis il regardait les infirmières, bye-bye, il faisait des bye-bye, puis je m'en vais, puis il faisait le signe de la tête avec ses mains comme ça. T'étais donc en train de me dire que pour le petit bonhomme à 2 ans, évidemment, lui, il va là où la voiture l'amène, puis il prend les branchements qu'on met sur lui parce que c'est ce qui, médicalement, est là pour l'aider. Mais pour vous, comment continuer sur ce chemin-là de ce que ça vous a fait à vous autres? Tomber entre 2 chaises, peut-être, de pas savoir ce qui s'en vient, de l'inconnu, de oser penser que peut-être un jour, il sera plus là. Ça a été la plus grosse étape dans ma vie, de devoir penser à ça. Puis je pensais à ça, puis j'étais dans le déni. Je pensais pas un jour que j'en serais là aujourd'hui. Mais mon garçon, c'était la force de mon courage. Puis tu sais, vous dites, le courage, ça vient pas avec la maladie. C'est qu'on n'a pas le choix. Puis tout le monde va nous dire, vous êtes des parents, vous êtes forts, mais j'ai pas le choix. Je suis le parent. J'aimerais prendre sa place, puis je serais pas plus forte. À tous les jours, on se fait encore dire, t'es forte de continuer sans lui. Mais je pense que j'y dois bien ça. Yannick, quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, moi aussi, c'est la même chose. En fait, c'était l'inconnu. Puis au début, je me rappelle, j'étais arrivé de l'hôpital justement, ma conjointe, parce qu'on s'échangeait beaucoup. Puis cette soirée-là, ma belle-mère était chez nous parce qu'elle gardait les 2 autres enfants. Puis elle me disait, tu sais, Yann, comment je pourrais dire ça? Baisse pas les bras dessus.
ton fils, ta famille a besoin de toi. Puis, je pleurais, je le sentais. Je sentais que ça n'irait pas bien. Mais en même temps, je me dis, je peux pas faire ça à mon fils. Fait que, il faut que j'aille la force, il faut que je continue. Fait que c'est vraiment ça ce qu'elle dit. Puis on a deux autres raisons. Tu me devances, j'allais dire, il y a Milan qui était malade, mais vous avez 2 plus vieux qui sont là aussi. Comment on vit ce... Et encore une fois, si je vais trop loin, si je suis indélicat, vous passez tout droit, vous me dites prochaine question, puis on enchaîne. Là. Mais comment vous faites comme parent pour donner tout ce que vous avez d'amour et d'enrobage et d'attention et d'appui à Milan, mais sans négliger les 2 plus vieux qui font en quelque part, hey, moi aussi je suis là, je sais pas leurs activités, là, mais j'ai ma gym, j'ai mon hockey, j'ai ma musique, eux autres aussi ils ont envie et le droit de vivre. Là. Ben, c'est quand même 2 ans, comme Milan a pris beaucoup d'espace depuis qu'il est né, et je mentirais en disant que je les ai pas mis de côté, ces enfants-là, mais c'est avec le deuil et tout que j'ai réalisé que eux aussi c'est des enfants. J'ai privé mes enfants de 2 à 3 ans de leur papa, de leur maman, parce qu'on était centrés sur Milan. Par contre, on a des enfants extrêmement compréhensibles et super intelligents. Sauf que là, maintenant, je leur dois toujours la vérité. Donc, je peux leur expliquer des choses du meilleur de mes capacités et ils savent que maman, elle va pleurer parce que maman a besoin de pleurer. Et j'essaie d'être ouverte aussi à recevoir leur peine, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on se met à pleurer nous aussi. Mais dans ce sens-là, comme de leur montrer que c'est normal de vivre ces émotions. Puis il faut les vivre parce que je réalise tranquillement moi aussi qu'il faut que je les vive. Et c'est d'être le plus honnête possible, carrément. Et eux, comment ils ont vécu là, tu me donnes le point de vue du parent. Est-ce qu'ils vous ont partagé, parce que c'est 6 ans et 10 ans les 2 autres, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils ont réussi à vous partager un petit peu, ou avez-vous abordé ça, ou il est peut-être trop tôt, peut-être qu'un psychologue me dirait c'est pas le moment, mais est-ce que vous avez réussi à aborder un peu ce qu'eux ont vécu dans ces années-là, dans ce combat-là avec Milan, un peu à distance, mais quand même, c'était leur frère? Ils savaient d'un sens on les abandonnerait jamais. Peu importe ce qui arrive, ou ce qui va arriver dans la vie, on va toujours être là pour eux. Ils ont vu comment on était avec Milan. C'est sûr que je cacherais pas le fait que oui, ils se sont un petit peu sentis mis de côté. Sauf qu'en même temps, ils savaient que Milan n'allait pas bien. Fait que pour les raisons... C'était un coup à donner à ce moment-là. Exactement. Mais sans aussi, on les incluait, comme moi et mon conjoint, on allait souvent à l'hôpital, on s'alternait beaucoup. Exactement. Mais il y avait beaucoup d'échanges aussi par Skype. Il y avait nous, on a été pas chanceux en plus d'avoir toute cette maladie-là. Pendant la pandémie. Les 2 ans pendant... On n'a jamais pu vivre ce que c'était la maladie à la base, quelque chose de très difficile, et de mettre la COVID là-dedans qui nous privait d'amener nos enfants, des activités que les enfants malades... n'ont jamais pu le faire. Oui. À la fin. Mais il a fallu forcer les choses. Il a fallu on leur parle, on parle au conseil d'administration que est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça change un peu à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut apporter. Puis finalement, oui, au fil du temps que ça avançait dans sa maladie. Dans les 3 mois de cet été, ils ont pu quand même assister à la rencontre avec Lars et ils ont pu... la veille du décès de Milan, ils l'ont vu une dernière fois. Ça a été très déchirant. Sans aucun doute. Mais là, tu viens de dire quelque chose qui va nous mettre un sourire au visage. Lars. Oui. Lars, ça, c'est quelqu'un, je suis très heureux pour vous, un peu jaloux, de cette rencontre que vous avez eue, qui est Lars Ulrich. Yannick. Ah, c'est une personne, pour vrai, à ma grande surprise, vraiment généreuse de son temps, surtout en ce moment, qui était dans plusieurs projets, j'imagine, qui mettait sur pied, puis qui a pris le temps de regarder la vidéo de Milan que j'avais envoyée, puis que j'avais fait partager sur YouTube, puis sur les réseaux sociaux, puis que même les médecins de l'hôpital Children ont partagé même via Twitter pour que ça se rende vraiment jusqu'à Lars Ulrich. Lars Ulrich, pour vrai, c'est un drummer. Un drummer exceptionnel pour moi. Du groupe? Ouais, du groupe Metallica. Voilà. Pardon. Je suis vraiment ébloui par cette personne-là que j'en oublie ta question. Parce qu'à travers la maladie, il y a parfois des beaux moments, de ces parcelles d'espoir, justement, de moments où la maladie est peut-être un peu mise de côté. En famille, vous avez pu vivre, entre autres, avec Milan, mais je pense que les 2 autres étaient là aussi. Ça se peut-tu dans les images que j'ai vues? Pour la rencontre avec Lars? Oui. Voilà. Donc, en famille, vous avez eu cette rencontre-là avec Lars Ulrich via Zoom. Bien sûr, on se comprend. Mais donc, parce
parce que, pour vrai, petit bonhomme tripait, là, quand tu disais tantôt, le petit pied partait dès que du Metallica jouait, c'est ça? Oui, exactement. En fait, à la minute que je mettais cette tune, c'est Now That We Are Dead de Metallica. Okay. Je mettais cette tune-là, puis je sais pas pourquoi, mais le drum dans cette chanson-là, c'est vraiment incroyable. Puis avec la vidéo, là, il était de plus en plus. Puis à un moment donné, j'avais mis une vidéo en live de cette chanson-là, mais à Edmonton. Puis je me rappelle toujours, Milan, il fait les mêmes faits et gestes que James. Et il fait du lip-sync. Il fait du lip-sync. Fait qu'il parlait en anglais d'une certaine manière. Que James le chanteur, là, donc. Oui, quand il parlait avec la foule, il s'adressait à la foule. Lui, il faisait la même chose. Fait que cette journée-là, c'était incroyable. Il le faisait même chez nous, là, en fait. Puis, tu sais, Milan faire du lip-sync, quand c'est un enfant qui ne parlait pas, on voyait carrément, là, on voyait ce qu'il disait. Absolument. Sans les prononcer, c'était... J'avais des frissons. Ben, clairement, c'est la force d'un symbole ou de la force de la musique ou c'est la force de l'art, des fois, dans la vie de tout le monde, mais de cette petite personne qui était Milan. Mais là, attends, on va reculer d'un pas, là. Comme un petit cul, si je me permets, c'est de façon sympathique que je dis ça, de 2 ans à l'époque, se met à triper sur Metallica. C'est de ta faute ou c'est de la tienne? Ben, ça a commencé beaucoup avec... Nous, on est deux fans de musique complètement. On écoute, on n'a pas de style... Vous écoutez de tout? J'écoute de tout. Puis à un moment donné, on écoutait, je pense, c'était du AC/DC, Linkin Park, c'était comme les deux ranges. Mais quand il a sweepé pour une tune de Metallica, après, ça l'a juste fini en c'était comme complètement hallucinant. On était la journée du traitement, en fait, comme je te disais tantôt. On était en chimiothérapie, puis cette journée-là, tu sais, Milan, où je mettais des affaires pour enfants, des émissions, puis tout ça. Il voulait rien savoir, là, il criait, puis tout. Là, je papa, attends, je vais aller montrer quelque chose d'autre que probablement tu vas peut-être aimer. Fait que là, je mets des shows. Là, j'ai vu le show de Metallica, comme je te parlais, dans les tout débuts du groupe, en fait, puis c'est là qu'il a commencé. Il a allumé là-dessus. Il a allumé. Oh, et là, quand Lars Ulrich, qui est pas en spectacle, qui est pas en train de chanter, apparaît dans l'écran, est-ce que Milan reconnaît le... Juste avant la rencontre, j'arrêtais pas de me dire, j'espère qu'il va le rencontrer, qu'il va le reconnaître, parce que je me suis dit, c'est la chance de notre vie, de sa vie. Tu sais, on aurait pu rencontrer n'importe qui, mais c'est Lars Ulrich qui a décidé oui et que mon gars, il voulait. Et écoute, moi, je n'ai même pas regardé Lars en premier. Ça a été, je voulais voir la réaction de mon garçon. J'étais les yeux rivés sur mon gars. Puis, et quand il a fait... Wow. C'est... Écoute, le petit son qui a sorti de sa voix, les yeux qui brillaient, je me suis mis à pleurer. C'est touchant, vraiment. Là, c'était... Parce qu'au début, l'hôpital, il voulait qu'on fasse l'entrevue via une tablette. Mais moi, vu qu'on était aux soins intensifs, j'ai dit, c'est-tu possible d'avoir un écran beaucoup plus grand comme celle-là? OK. Ben, ils m'ont dit, oui, c'est plausible. Fait qu'avec la directrice, en tout cas, du département, on a réussi à avoir la salle d'entrevue de briefing pour qu'ils puissent avoir le... C'est surtout parce qu'ils écoutaient tellement du YouTube sur les téléphones qu'on voulait pas qu'ils pensent... Que c'était préenregistré. Ben, c'est ça. On essayait que ça aille un minimum de réalisme, oui, c'est de réalité. Et des moments, bon, celui-là, il est spectaculaire parce que c'est Lars Ulrich, batteur spectaculaire et comment dire, talentueux, là, c'est quoi le mot que je cherche? À la maison, envoyez-nous sur la page Facebook de la Fondation le mot que je cherchais à ce moment-ci du podcast. Mais voyons, batteur notoire du groupe Metallica. Mais bon, celui-là, il est hors norme, tu sais, mais est-ce qu'à travers la maladie, il y en a de ces moments-là, de façon plus simple et plus modeste, mais des moments de wow, des moments où il y a un peu, on met la maladie de côté puis on réussit à vivre un moment de qualité en famille malgré tout? Les moments de qualité en famille, c'est tous les moments qu'on était collés, qu'on faisait des chansons. On fait beaucoup de karaoké à la maison. Ma fille, elle adore chanter. Alors, quand elle se produisait en spectacle pour mon garçon, puis même mon Loïc, mon petit milieu, que lui, c'est pas vraiment son range, la musique, se forçait à être là parce qu'il appréciait. Milan était le rassembleur de la famille. Ah, pour vrai. Ouais. C'est carrément un petit ange. C'est notre héros. C'est le héros de mes enfants, puis ça va continuer de l'être. Et même, je pourrais rajouter, même aussi à la maison et également à l'hôpital. Il y avait le tour, je ne sais pas comment dire ça, mais il y avait une énergie d'aller chercher les gens. Ah ouais. C'était un grand communicateur, un grand rassembleur, comme tu disais. Il parlait pas, mais écoute, il y avait cette aura-là. Exactement, cette aura-là, il y avait des spécialistes. Tout le monde, il s'attrayait à Milan. Il était magnétique. Oui, puis le médecin qui traitant de ses poumons, en fait, pour lui, c'était pas un patient, il m'a toujours dit, pour moi, c'était mon body de Lego. Quand il me dit ça, pour moi, c'est venu nous toucher, pour vrai. Là, la fondation, dans tout ça,
parce qu'on est la Fondation des gouverneurs de l'espoir, comment on a réussi, si tant soit peu, là, aussi petite notre contribution est-elle pu être, à s'immiscer dans votre quotidien pendant toute cette mésaventure-là avec la santé de Milan? Mais je pense que vous l'avez répété dans un podcast précédemment, mais le temps, ça s'achète pas. Le temps, c'est comme on peut pas revenir en arrière sur ce qu'on a vécu. Mais le temps était précieux à ce moment-là. J'ai eu 3 mois cet été. Je pourrais pas dire de pur bonheur, mais où les secondes, je les mangeais tellement que j'en profitais. Puis ça, j'aurais pas pu faire ça si j'avais passé mon temps à penser à aller travailler. Ouais. Puis avec la COVID, on avait aussi nos enfants qui n'allaient pas à l'école, qui devaient faire l'école à la maison. Donc, on devait jumeler l'école à la maison, les traitements de chimio à l'hôpital. Puis après ça, il y a eu l'été, là, mais ça a été une très grosse année. Puis comme j'ai toujours répété, puis je vais répéter d'ailleurs à Karine, pour vrai, pour nous autres, en tant que parents, vous êtes des anges. Peu importe ce que vous faites, les levées de fonds, sans vous autres, pour vrai, nous, on n'est rien. D'une certaine manière, oui, on est tout seul, comme tu l'as dit tantôt, on est seul au monde. Puis, c'est très touchant en passant de vous entendre. Il y a la portion financière concrète pour vous permettre ces moments-là en famille, un peu apaisé de savoir que la vraie vie, on s'en occupe à la Fondation pour vous autres. Mais j'imagine qu'il y a ce pont-là entre parents qui vivez peut-être un peu. Tu sais, dans les précédents podcasts, là, je l'ai dit, puis là, je vais vous dire, hey, je pense que je vous comprends. J'imagine peut-être un peu ce que vous avez vécu. Quand un parent d'enfant en santé, ce qui est mon cas, vous dit ça, et soyez très honnête. Est-ce que vous faites, ouais, je pense que tu peux, ou tu fais, hey, ta gueule, tu mesures tellement pas le tiers du 20e de ce que c'est que d'être dans ce combat-là. Puis tu as le droit de dire, Pat, dis plus jamais ça, puis je le dirai plus jamais. Ben, en fait, je comprends ce que tu dis parce que, à la base, avant, j'étais pas une maman d'une personne qui avait un enfant malade. Je comprends. Donc, avant, je suis beaucoup empathique et je ressentais beaucoup la tristesse et la peine. Je peux pas dire que je le comprenais à 100% parce que je le vivais pas. Par contre, c'est quand même quelque chose de ressentir de l'empathie pour ces personnes-là. C'est quand même un très beau début. Puis tu veux pas te mettre à ce que les personnes que tu côtoies aient de la peine. Puis on veut pas les rendre non plus comme ça. Sauf que, oui, c'est vrai qu'on peut pas comprendre totalement en n'étant pas dans nos propres bottines. Et puis moi, j'ai eu la chance de peut-être rentrer en contact avec une maman qui vit sensiblement la même chose que moi. Et maintenant, quand on se dit qu'on se comprend, on a toutes les deux la même réaction de « on se comprend vraiment ». Cet élément-là qui vous distingue et démarque du reste, même si c'est horrible comme moment de vie, au moins vous vous comprenez et vous arrivez à vous épauler, donc les uns et les autres à travers ça. Oui, mais là, pour le moment, c'est juste moi et la maman on n'a pas encore établi le contact. Demain, c'est drôle, c'est demain qu'on se rencontre. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on a quand même toutes les deux, on a des bonnes familles attachantes qui sont là, qui viennent nous aider, qui nous supportent. On a des amis, mais rien va vraiment être comparable à quelqu'un qui supporte la même souffrance à tous les jours. Puis on se dit, comment on fait? Souvent, on s'est fait poser la question, comment on fait? Puis, c'est quoi la réponse? Puis même, c'est ça, en fait. Un jour à la fois? Sait pas, puis c'est un jour à la fois. C'est vraiment, c'est ça qu'on dit qu'on a comme réponse. Même à ma fille qui voit le futur. Alors, demain, c'est quoi qu'on fait, papa? Coralie, profite du moment présent, une journée à la fois. Puis, tu sais, vis le moment présent, c'est ce qui compte le plus. Est-ce que c'est difficile? Parce que tu parles de ton entourage, tu disais de ne pas rendre les autres tristes, mais tu sais, d'être là solide pour le petit Milan qui avait affronté ce qui l'attendait dans le but que ça dure le plus longtemps possible pour maximiser ces moments-là. Puis après ça, j'imagine, je sais pas, là, ta mère, ta soeur, tes amis qui t'appellent puis font « Pis, comment ça va? » Est-ce que tu te donnais le droit avec eux dans ton entourage de faire « Hey, là, ça va pas » et de casser en 1000 morceaux, ou tu te dis « Ah ouais, je veux pas les embêter avec ça. Ça fait souvent que dans les 3 dernières conversations que j'ai pleuré, fait que là, je vais être forte. » Ma question est-tu claire? Oui, je comprends. Vous permettiez-vous de vivre ce que vous aviez à vivre, ou vous vouliez aussi épargner et votre enfant et vos autres enfants et les amis? Tu fais « Je veux pas être gossante avec ça. » Je vous dirais que dans les premiers temps... Est-ce que tu me vous vois?
C'est beaucoup trop poli. OK. C'est très gentil. Mais le cliché, tu sais, quand t'entends tes propres parents faire « Hey, vous, c'est mon père », là, tout le monde, vous, c'est mon... Moi, c'est Pat, body, chose, hey, mais pas vous. C'est très bien élevé. Bravo. Tes enfants, apprends-leur le vouvoiement. J'adore cette marque de respect, mais pas avec moi, s'il te plaît. Parfait. Sinon, je quitte le plateau. Ben, dans les premiers temps, si je peux répondre à la question, dans les premiers temps, j'avoue que j'avais tellement de peine que j'avais pas le goût d'être méchante. J'aurais aimé ça être méchante. Pour vrai, c'est en arrière de moi, mais c'est pas moi. J'aurais aimé dire je suis jalouse, mais je peux pas être jalouse que ton enfant ait la santé. J'en ai quand même 2 autres, puis ça aurait été quoi? Que les autres disent ah, tes enfants sont encore en vie, pas les miens. Mais il y a une chose que j'ai amenée à réflexion beaucoup de mon entourage, c'est que vos petits problèmes, que moi j'appelle des petits problèmes. De la vie, en fait. De les prendre, puis de juste comme les amener à une autre sphère dans ta tête, puis de faire comme... C'est de un petit problème. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Il y a des choses pires que ça. C'est vraiment ça qu'on dit. Sans non plus dire que ton problème, c'est pas un problème. Non. Un problème, ça sera jamais un beau problème. Mais c'est juste d'amener ton problème à se dire, j'aime mieux mon problème que l'autre problème. Ouais. Si on pouvait choisir nos problèmes, je prendrais certains problèmes et je donnerais mes problèmes. Es-tu à la même place, Yannick? Ah, pour vrai, oui. Puis sérieusement, c'est vraiment ça que je dis à mon ami, tu sais, puis qu'on... Tu sais, je dis, tu sais, il y a des problèmes plus grands que ça dans la vie, oui, mais les problèmes, c'est sûr c'est pas facile de vivre un problème aujourd'hui. Sauf que, tu sais, c'est vivre le moment présent, on peut pas comparer un problème à un autre. Sauf que, tu sais, on demande pas à personne, même pas à mon pire ennemi, je demanderais pas qui connaissent notre situation, tu sais, parce qu'on veut pas ça, tu sais. Puis si j'ajouterais quelque chose, il y a souvent des moments que ça va faire bientôt 6 mois que Milan est plus avec nous, peu importe où que je vais, dans ma tête à moi, souvent je vais à une place en me disant, je suis probablement la seule maman qui a perdu un enfant. Tu sais, ça résonne dans ma tête. C'est tout le temps comme, eux autres, ils ont le sourire facile, je vais sourire, mais ça va être un petit sourire de culpabilité certaines fois. Ton sourire est pas le même ou aussi léger que les autres en faisant l'épicerie. On se force un peu plus. Clairement. Et où il est plus pas nourri, là, c'est pas le bon mot, là, mais il y a une densité, ce sourire-là, ou un historique derrière ce sourire-là qui est peu commune. Un historique qui est peu commun, effectivement, que la majorité, t'allais dire quelque chose? Oui, je l'ai rajouté. En fait, moi, à l'hôpital, je le sais, on est 2 personnes différentes, on le vit de manière différente totalement, puis ça, je respecte ça. Mais, écoute, une agente de sécurité, une journée, quand je descendais en bus, assez souvent, je la croisais souvent, la madame, puis elle me disait « Monsieur, comment vous faites pour avoir le sourire comme ça? » J'ai aucune idée. Pour vrai, madame, je pense que je suis dans cette nature comme ça. J'ai toujours été une personne souriante et contagieux. Fait que mon fils me voyait sourire, puis tu comprends, ça l'aidait. Je comprends. Et la même madame me voyait passer et elle me disait elle a pas passé une belle journée. Moi, j'étais la méchante. Fait qu'on était le yin et le yang. Puis quand elle me voyait ensemble, oh, OK, ils sont ensemble, oui. Mais pour vrai, puis encore une fois, je veux pas être indélicat, mais j'invente une dernière minute pour un couple, là, tu viens de dire, tu sais, vous êtes 2 individus, on a l'impression, puis si on passe tout droit, on passe tout droit, mais tu sais, c'est confrontant comme individu, mais votre réception de cette nouvelle-là, votre façon d'affronter ça, d'accompagner le petit, d'accompagner les 2 autres, à quel point c'est confrontant, que je rajoute une couche, là, mais il y a ça en plus à apprendre à dealer avec, c'est-à-dire la réaction de l'autre et la compréhension, l'incompréhension de vous deux, là, entre vous 2 adultes. Est-ce que ça ajoute à cette complexité-là? On pourrait pas dire que c'est top-notch, là. Non, c'est ça. Mais dans la vie, on apprend. Ouais. Puis ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. Puis Milan nous a carrément solidifié nos liens, puis je veux pas qu'on brise cette chose-là. Il y a des moments qu'on doit plus se retirer l'un l'autre parce qu'il y a des choses qu'on vit différemment. On va vivre la même intensité, la même souffrance, mais de façon différente. Puis c'est ce qui est plus difficile parfois, de pas être des fois sur la même longueur d'onde, mais au bout de la ligne, la seule chose qu'on a en commun, on a beaucoup de choses en commun, mais la grande chose qu'on a en commun, c'est nos enfants, puis Milan, il mérite qu'on se donne la chance de vivre notre deuil ensemble, puis de continuer. Parce que notre garçon, on veut pas qu'il est plus là, mais on continue de le faire vivre à travers nous.
Puis je pense que le plus important pour vrai dans un couple, c'est la communication. Puis j'arrête pas. Moi, je le dis à mes enfants, pour vrai, faut communiquer. Il a appris avec les années. Faut pas garder les choses. Oui, exactement. Puis en fait, c'est ma conjointe qui m'a changé parce que j'étais une toute autre personne. Okay. Avant ça, pour vrai, j'étais quelqu'un qui était vraiment renfermé sur moi-même, qui avait de la misère à passer un coup de téléphone, en fait, puis parler, peu importe, régler un problème, une situation. Là, à cette heure, demande à Karine, vous donnez plus tellement que... Écoute, Karine est tannée, là. D'arrêter de l'appeler, là. Exactement, tu sais. Mais pour vrai, non, j'ai carrément changé. Je pense que Milan puis ma conjointe, d'ailleurs, m'ont changé, pour vrai, puis je les remercie, d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui. J'ai commencé en vous disant merci, et je vais, encore une fois, vous remercier de votre immense générosité de venir partager, alors que c'est quand même assez récent comme événement, d'en parler aujourd'hui. Est-ce que ça vous ramène à des moments forcément difficiles, mais est-ce que ça vous fait du bien en même temps? En fait, c'est une des premières fois qu'on parle comme... Je vais pleurer parce que je dis que j'en ai pas beaucoup pleuré, mais c'est la première fois, dans le fond, qu'on revisite un peu nos souvenirs avec Milan, puis Milan, c'était pas la maladie en tant que telle. Milan, c'était mon garçon. Milan, c'est des sourires à pu finir. Puis je veux toujours garder ça, puis je veux continuer d'en parler. Alors pour lui, on va continuer de pleurer, de rire, mais un jour à la fois. C'est complètement ça. Exactement. Puis le fait même aussi de continuer à aller chercher des donateurs, qui est vraiment important, qui viennent nous aider. Parce que sans la Fondation du gouverneur pour Ouvrir de l'espoir, on n'aurait pas pu rester auprès de notre fils. C'est impossible. Parce qu'il aurait fallu aller travailler, puis surtout je travaille dans le domaine de la construction. Fait que tu sais, c'est ça qui était extrêmement difficile, puis sans la Fondation du gouverneur de l'espoir, pour vrai, on n'aurait pas pu passer ces moments-là, derniers moments-là avec notre fils. C'est nos anges. Ouais. Ben, c'est vraiment la gorge nouée et les yeux pleins d'eau que j'ai de la misère à compléter ma phrase pour vous dire merci. Et ce qui me touche beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est Milan, pour nous, c'était pas la maladie. C'était notre fils. Oui. Alors, Milan, Caroline, Yannick. Merci. Merci. J'ai dit Caroline, c'est Catherine, excuse-moi. Ma mère s'appelle Caroline, oui, elle va bien le prendre. Je suis désolé. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à vous de rester là parce que c'est pas fini. Tout ça, on continue cette Jazette de l'espoir dans quelques instants. Merci vraiment beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci à toi. À vous, votre équipe. Oui, merci à toute l'équipe. Vous, la Fondation. Oui. On complète cette autre Jazette de l'espoir, toujours dans le but de le mieux vous informer sur ce que fait la Fondation des gouverneurs de l'espoir, dont je suis le si fier porte-parole, avec qui de mieux qu'un tandem père-fils qui ont bien eu recours à cette fondation, et un fiston qui est quand même très, très en forme maintenant, très heureux de l'accueillir. D'abord, Raphaël, salut! Allô? Tu vas bien? Oui. Content de te jaser aujourd'hui, mon grand. Et je suis avec son papa Patrick de l'autre côté. Salut Patrick. Salut. Merci d'être là pour partager votre parcours de vie qui a rien de commun. Donc, si on prenait le temps quand même de un peu faire le parcours, le séjour de notre Raphaël ici au niveau de sa santé, comment vous avez découvert ce dont était atteint Raphaël, à un très bas âge quand même? Ben en fait, on l'a su peut-être une semaine avant son 8 mois. Il faisait beaucoup de fièvre. On est allé voir le médecin. Puis on a fait des prises de sang. Puis là, ils nous ont envoyé directement à Sainte-Justine. Ils ont vu quelque chose de pas correct. On s'est rendu compte qu'il y avait une leucémie. Fait qu'un petit peu avant 8 mois. Il a passé un gros 9 mois en ligne à l'hôpital en partant. Aïe. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, nous, il faut qu'on arrête de travailler. On peut pas le laisser tout seul à l'hôpital. Ça peut pas être juste maman qui l'accompagne puis tout. Fait que... Puis après ça, on est resté, je dirais, un bon 2 ans en tout, là, tu sais, entrer, sortir de l'hôpital, plus ou moins. Ça allait quand même bien. Puis là, début de l'année 2020, on a su que... Juste avant que tu poursuives avec 2020, juste un truc, Raphaël, je sais que tu étais tout petit, là. Quand on est atteint d'une maladie à 8 mois, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé à 8 mois, mais avec ce parcours différent à un si bas âge, est-ce que tu gardes un souvenir de ces moments-là à l'hôpital pendant les presque 2 années qui ont suivi, ou t'as comme tout oublié ça? Ben, je me souviens un petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce que tu réalises la force que tu as eue tout petit de réussir à affronter cette maladie-là et de passer au travail? Es-tu fier de toi? Mm-hmm. J'espère. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Ouais. Est-ce que t'es nerveux de me parler ici aujourd'hui avec un micro devant la bouche? Un peu. C'est correct. Même moi, je suis nerveux quand ça commence et d'accueillir des gens qui m'inspirent parce que tu sais, ce genre de nouvelles-là,
tu me dis, tu sais, il fait de la fièvre. J'imagine que dans vos têtes, à toi et ta conjointe, parce que vous avez d'autres enfants aussi. On en a un plus vieux, ouais. Donc là, ça fait en sorte que... Est-ce que ça vous traversait l'esprit que la nouvelle pouvait être aussi cinglante que celle-là? Pas du tout, parce que son grand frère, c'est un grand prématuré. OK. Nous autres, on avait déjà connu pas mal Sainte-Justine avant. On s'était dit, il n'y a rien qui va arriver de pire que ça, tu sais. Fait que quand il y a eu la fièvre, on se dit ça peut être normal, les dents, quelque chose. Mais quand le médecin nous a dit venez pas me voir moi, allez directement à Sainte-Justine, c'est sûr que là, ça nous a sonné une cloche. Et avant d'avoir ce qui me fascine toujours, c'est ce moment-là entre Atabeu, il nous envoie à Sainte-Justine, ça n'a pas l'air cool. Et le moment où vous avez la confirmation de cette nouvelle. Parce qu'arrivé à Sainte-Justine, on est arrivé par les urgences, puis on a juste dit notre nom, puis tout de suite, ils nous ont amené en arrière. On n'a pas attendu rien, fait qu'ils nous attendaient. Là, fait que c'est sûr qu'il y avait quelque chose de pas normal. Là. Et quand on reçoit le diagnostic, ta conjointe, toi, tu dis, ultimement, vous avez arrêté de travailler, mais sur le coup, avec votre poupon, votre petit bonhomme de 8 mois, quand tu as un enfant, c'est pas ça le plan. Là, c'est pas ça que t'imagines, là. Mettons que c'était pas quelque chose qu'on s'attendait, c'est sûr. Puis je dirais que ça a été quand même assez long avant de vraiment l'intégrer en nous puis comprendre que, tu sais, oui, il est malade, mais il n'est pas juste malade pour rester une semaine à l'hôpital, il est malade pour rester des mois, tu sais. Et là, le grand frère à la maison, de quoi, 1 an et demi à peu près, son aîné? 17 mois de différence, ouais. Donc, comment ça se passe, le partage des parents avec Raphaël à l'hôpital, mais le grand frère qui nécessite une présence quand même. Exactement. On était chanceux parce qu'on avait une bonne garderie. Notre gardienne était là, fait qu'elle s'en occupait. Les journées qu'il fallait être tous les deux parents à l'hôpital, au moins on n'avait pas à stresser pour ça, mais tu sais, c'est sûr que oui, lui est malade, mais il ne faut pas que la vie de l'autre change trop non plus. Il faut s'en occuper. Fait que ça a été très, très difficile pour les parents, mais on se l'est toujours dit, c'est le fun. Eux autres s'en souviendront plus tard. Et il y a quelque chose d'assez épique dans le parcours de Raphaël et de sa santé aujourd'hui, c'est que le grand frère a joué un rôle important à l'époque, à ce moment-là. 2 fois, il a donné une greffe de moelle osseuse, en fait, à son frère pour le sauver. Wow! Ouais. Est-ce que tu as une bonne relation avec ton grand frère? On se chicane beaucoup. Ah, c'est parfait, c'est ça être des frères, tu le sais, hein? Mais tu sais que tu l'as pour la vie, ça? C'est-à-dire pas les chicanes, là, je veux dire, ton frère va être là pour la vie, puis il y a des bouts, ça va aller mieux, puis tu vas pouvoir compter sur lui, comme il y aurait cette générosité-là de, même s'il était lui non plus, j'imagine, donc 8 mois, ça veut dire qu'il a à peine 2 ans, là, à ce moment-là. Ouais. Donc lui, est-ce que lui garde un souvenir? Non plus. Non plus? Non plus. C'est ça quand même fascinant. Puis ce qu'on s'est fait dire, c'est que souvent, tu sais, un don de moelle osseuse, il faut quand même que tu ailles chercher la moelle à l'intérieur de l'os, ça fait mal. Clairement. Mais lui, le lendemain, il est allé jouer. On avait un quilloton pour ramasser des sous pour nous. Il est allé jouer au bowling, puis il s'est comme pas rendu compte de le lendemain de son don de greffe, de son don de moelle, pardon. C'est vraiment... Ouais. Ça a super bien été de ce côté-là. Puis ce qu'on aime, c'est comme je disais, c'est qu'eux autres, ils s'en souviennent pas. Fait qu'on était contents. Mais là, c'est sûr, avec ce qui s'est passé en 2020, là... Ils sont plus au courant. On va y arriver avec ce nouvel obstacle, cette nouvelle embûche, mais de laquelle il se remet visiblement très bien. T'es vraiment solide, mon homme. Mais je veux savoir, est-ce que la Fondation des gouverneurs de l'espoir, à l'époque de ces 8 mois, donc il y a presque 10 ans maintenant, parce que tu auras 11 ans bientôt, si je ne me trompe pas. Là, on est présentement le 9 février. C'est quand ta fête? Dans 10 jours. Ça, il sait. Hein? Ouais. Et tu auras 11 ans? Oui. Est-ce que tu te qualifies, est-ce que tu te trouves en bonne forme en ce moment? Est-ce que tu es content de la santé que tu as aujourd'hui? Oui. Ah, tu as l'air de vouloir mettre un wow puis peut-être un petit bémol. Qu'est-ce que tu aimes de ta santé puis qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Tu fais beaucoup de sport comparé à avant. T'es beaucoup moins essoufflé, ça paraît beaucoup. Il joue pas mal au hockey ces temps-ci. Ah, wow, génial! Et là, vous comprenez pas exactement, vous dites, mais je joue au hockey, plein d'enfants de 11 ans jouent au hockey. Attendez de savoir le détail de plus, le fameux 2020 dont Patrick parle depuis tantôt, que je garde en suspens. Mais est-ce que donc, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, est-ce qu'à l'époque de ce premier obstacle de santé à 8 mois, on est arrivé à ce moment-là, ou non, c'est récemment que ça s'est... On est arrivé récemment. C'était plus Leucan pour les leucémies, à ce moment-là, c'était plus Leucan. Absolument. Puis la Fondation des gouverneurs, ça a été plus tard. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé en 2020 dans la vie de ce spectaculaire Raphaël? En fait, est-ce que ça, tu peux me le raconter peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une greffe pour changer mon cœur. Puis... En fait, on s'est rendu compte que les traitements qu'il avait eu quand il était jeune pour sa leucémie avaient fait... des problèmes à son cœur, puis son cœur donnait de la pression dans ses poumons. Aïe. C'était... le temps jouait quand même contre nous. Il fallait qu'il change son cœur assez rapidement pour pas qu'il y ait de complications. Je retourne à ma question traditionnelle. Vous l'avez entendu quelques fois ici dans ces podcasts, mais
On pense que c'est derrière vous. Ouais. La vie de famille a repris son cours. Enfin, il a vécu et vous avez surtout. vécu. Tout va bien. Est-ce que tu te sentais, Raphaël, quand tu faisais du sport, est-ce que tu te sentais essoufflé? Est-ce que c'était difficile avant ton nouveau cœur de faire du sport pour toi? Ben oui, juste en montant des escaliers, j'étais essoufflé, mais OK. sinon, pas mal aussi essoufflé. OK. Et donc là, vous, est-ce que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de il se passe quelque chose ou comment vous avez détecté cette réalité-là? Ben, c'est sûr que nous, on faisait des tests régulièrement à l'hôpital Bien sûr. pour suivre l'évolution de sa guérison de la leucémie. Puis on trouvait qu'il y avait quelque chose d'anormal sur son cœur sur un test qu'ils ont fait. Mais ça a pris, je dirais, une bonne année et demie avant qu'on ait vraiment le vrai diagnostic qui dit son cœur, il ne sera pas viable à long terme, il faut le changer. On est quand même resté dans le flou longtemps. Et là, c'est la course contre la montre à ce moment-là pour trouver un Quand cœur. ils nous l'ont dit, ouais. Ils nous ont dit, on était chanceux, il était quand même en bonne forme. Il pouvait aller à l'école, se déplacer, tout le kit. Il n'était pas amorphe, mais ça pouvait se dégrader quand même rapidement. Là. Et là, quand on vous annonce, ça y est, on l'a. Ouais. C'est une bonne nouvelle que de savoir qu'on a trouvé un cœur. Ouais. Mais l'opération, c'est pas une mince affaire, là. Non, en effet. On s'est fait appeler, on n'a même pas été 2 mois sur la liste d'attente. Fait qu'on n'a pas eu le temps d'assimiler le fait qu'il y a besoin d'un nouveau cœur. On se fait déjà appeler. On s'est fait appeler, je pense, à 9h, 9h30 un soir, le 14 octobre. Puis on s'est fait dire qu'ils ont trouvé le cœur parfait pour lui. Il faut rentrer le lendemain matin à 5h du matin, blablabla. Mais c'est sûr que là, on s'est tout effondré. Raphaël, il est tombé à terre, il s'est mis à pleurer. Maman, elle ne pouvait plus se retenir non plus, c'est sûr. Ça a été beaucoup d'émotions. Et à ce moment-là, quand tu pleurais de joie, j'imagine, de savoir qu'on allait prendre soin de toi ou tu avais plus peur à ce qui t'attendait? Est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'es mis à pleurer à ce moment-là? Ben oui, j'étais content, mais aussi j'avais un peu peur. Et là, quand tu te diriges à l'hôpital ce matin-là, donc t'as 9 ans à l'époque, t'es en route vers ce nouveau cœur-là. Est-ce que t'as out, je sais pas si c'est le mot qui va là, mais est-ce que tu te dis wow, il y a peut-être une solution à mes problèmes, c'est peut-être enfin une partie de la solution qui m'attend? Je sais pas. Ben oui. Il était dans quel état quand vous vous dirigez vers... Il avait vraiment peur. Il avait peur surtout de ne pas se réveiller. Ah oui, hein? Puis il avait peur parce que, tu sais, quand on est jeune, on dit toujours, tu sais, on aime avec le cœur, on aime le monde. Fait qu'il avait peur de plus nous aimer. Tu sais, je change de cœur, j'aimerais plus papa, j'aimerais plus maman. Fait qu'il avait peur beaucoup de ça. Là. Et les parents que vous étiez, la façade, c'est de dire à fiston, tout va bien aller, t'es en train de les meilleures mains, mais j'imagine que votre propre cœur fait des demi-tours, là. Mettons qu'on a eu notre lot d'émotions, nous autres aussi. Là. On essaie de rester fort devant fiston, c'est sûr. Quand on a eu l'appel, c'est sûr qu'on est parti à pleurer toute la famille. Mais à l'hôpital, il fallait rester fort devant lui, c'est sûr. Mais quand il est parti en civière pour le bloc opératoire, là, ça nous a complètement démolis. Là. Et vous le retrouvez combien d'heures ou de jours plus tard? Ça se passe comment, une intervention comme celle-là? On le retrouve. En fait, il est rentré en salle d'op, je pense qu'il était pas loin de 6 heures du matin. Selon ce qu'on a eu comme information, il aurait reçu son nouveau cœur aux alentours de 11 heures le matin. Puis on l'a revu pas loin, proche du souper, mais c'est sûr, il est endormi. On l'a vu juste branché de partout, là. Mais ça a été une journée très, très longue. Et la réhabilitation, comment tu t'es senti quand tu as recommencé à vivre avec ce nouveau cœur-là à l'hôpital d'abord, puis une fois de retour à la maison, maintenant, aujourd'hui, presque 2 ans plus tard, comment ça va avec ton nouveau cœur, Raphaël? Bien. Ça te permet de faire plein de choses. Mm-hmm. Et là, tu as repris le hockey? Oui, mais pas sur glace. Donc, du hockey-ball avec les amis dans la rue? Mm-hmm. Mais c'est génial, ça. Puis est-ce que tu te sens en forme? Parce que je sais pas comment ça fonctionne un nouveau cœur. Est-ce que ça s'améliore avec le temps? Tu peux jouer de plus en plus longtemps, par exemple? Peut-être. Ben, je dirais que tu joues pas mal longtemps, plus qu'avant, je te dirais. Mm-hmm. Oh, il est rendu souvent dehors quand il finit l'école, il veut pas faire ses travaux, il va aller jouer dehors tout de suite. On a appris à patiner l'année passée aussi. Fait que cette année, on a commencé un peu à jouer sur la glace, mais pas beaucoup, tu sais. Mais on travaille ça. Mais il est capable de suivre. Là, c'est le fun. Juste partir en vélo aussi l'été, il est capable de suivre. Il n'a pas besoin d'arrêter à chaque 10 minutes. Génial. Très solide. Bravo, Raphaël. Juste avant de parler de... Parce que je sais que tu aimes beaucoup, la Fondation fait beaucoup de vidéos, puis je sais que tu es toujours prêt à participer pour saluer des gens qui participent à la Fondation, puis vous avez été marraine aussi dans les derniers temps pour cette nouvelle épreuve que vous viviez en famille. Donc, justement, si tu me parlais de l'implication de la Fondation qui, à ce moment-là, lorsque Raphaël a son nouveau cœur, la Fondation des gouverneurs arrive dans votre vie, quelle différence ça a fait? Quel bien, peut-être, est-ce qu'on a pu vous faire? Ça fait toute la différence. Tout. On a
plus à se soucier, tu sais, tout de suite en partant côté financier. Ils nous aident en nous donnant beaucoup d'argent pour la bouffe, pour l'essence, parce qu'il faut se relayer à l'hôpital régulièrement. Absolument. Fait qu'on n'a plus à stresser là-dessus. Puis on a eu tellement plein de cadeaux. Ils nous ont donné des cadeaux à Noël, à pu finir, de la bouffe, plein d'affaires. Fait que c'est sûr que nous autres, pour nous, c'était réconfortant au bout, là. Et il y a le fameux marrainage qui existe pour une 2e année maintenant. Donc, vous avez été marrainé, vous autres, par Marie-Christine, si la mémoire est bonne. Comment ça s'est passé? Super. Si je te dis Marie-Christine... Elle était tout le temps là pour nous. Est-ce que tu vois c'est qui? T'es allé... C'est-tu avec elle? T'avais été au restaurant? Je pense que oui. Ouais. Puis elle a fait quelque chose de spécial. Pour toi, il paraît que tu as une livraison à domicile de quelqu'un que t'aimes. Steve Bégin. Ah, tu vois, là ça a pas été là. Ouais. Il était content. Donc, là, est-ce que toi, tu savais pas que ça allait... Quand tu as ouvert la porte ou quand tu es allé à la porte, tu n'avais aucune idée de qui t'amenait la nourriture? Mm-hmm. Et là, quand tu vois Steve Bégin, comment tu réagis? Ben, j'étais content. Et ça, c'est Marie-Christine, donc, qui avait établi le contact pour pouvoir faire en sorte que Raphaël ait sa surprise qu'un joueur de hockey, maniaque de hockey qu'il est, puisse arriver avec les plats et vous gâte toute la famille, mais surtout Raphaël de sa présence. Ah oui, c'était vraiment génial. Moi, j'étais au travail, j'ai arrêté de travailler, je suis venu faire un tour, c'est sûr, à la maison. On manquera pas Steve Bégin, Ben non, certain. c'est sûr. Je suis venu le voir, mais il était vraiment, vraiment le fun de le voir. Est-ce que vous connaissiez la Fondation des gouverneurs de l'espoir avant qu'elle arrive dans vos vies récemment? Oui. Parce que quand on a été hospitalisé à Sainte-Justine, c'est sûr, on s'est fait toutes sortes d'amis, toutes sortes de relations. Fait qu'on a vécu avec des parents qui avaient besoin de cette fondation-là. On a vécu des drames avec d'autres parents aussi. Fait qu'on était au courant de cette fondation-là. Ouais. Donc, ce que je trouve encore une fois, puis je sais que je me répète pour vous qui avez peut-être vu toutes ces jasettes de l'espoir, mais c'est parfait qu'on aide la recherche, c'est parfait qu'on aide ces projets-là au niveau des interventions médicales et de la mécanique médicale au niveau de ces enfants gravement malades, au niveau pédiatrie infantile, mais pédiatrie infantile. Pédiatrie veut forcément dire enfance, infantile. Il y a peut-être un petit peu de pléonasme ici, Patrice, mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est cette différence qu'on fait dans votre quotidien pour apaiser vos tracas aux parents et pouvoir vous concentrer sur le grand frère et sur Bonhomme ici qui s'en va à l'hôpital, avoir un nouveau cœur. Ah oui, beaucoup, beaucoup, parce que sinon, c'est sûr que on est juste tourné vers nos enfants à ce moment-là, puis c'est sûr qu'on pense beaucoup à Raphaël parce qu'il vit quelque chose de difficile, mais on pense aussi à son grand frère. T'sais. Son grand frère, là, il s'en est rendu compte, tu vois, là, il pleurait beaucoup, il avait de la misère de ne pas voir son frère, de ne pas avoir tout le temps des nouvelles ou quoi que ce soit. Tu vois, même si tu chicanes avec ton grand frère, il s'ennuyait de toi. Ça, c'est de l'amour, ça. Ah oui. Mais là, je sais que, parce que, mais merci de ce parcours. L'autre question, si je peux me permettre, sans vouloir être indélicat, ça fait quoi de... Tu sais, maintenant qu'il va bien, maintenant que ça semble être de très bon augure pour la suite, ça fait quoi de repasser, de ressasser ces souvenirs-là? Est-ce que ça fait du bien en se disant « Wow, on est tellement ailleurs » ou ça fait toujours un petit... C'est spécial. Puis je te dirais que... On dirait que le cerveau, il se fait comme une barrière, tu sais. Il s'arrange pour qu'on oublie ce qu'on n'a pas aimé. Puis, tu sais, c'est sûr, moi, j'écris souvent sur la page Facebook Ensemble pour Raphaël. Puis quand je me remets là-dedans, mais c'est sûr que ça me rappelle plein d'idées, plein d'affaires. J'ai de la misère avec ça. Mais cette page Facebook-là, est-ce que tu dirais que c'est un peu... Parce que je suis allé la visiter, bien sûr, pour bien savoir qui vous étiez, puis suivre le parcours de Raphaël, puis tout ça. Est-ce que c'est un peu une thérapie pour toi, tu Pour dirais? moi, oui. Moi, j'ai bien de la misère à parler de mes émotions. Puis, tu sais, je veux dire, pleurer dans mon coin tout seul dans la douche pendant que maman est à l'hôpital avec l'autre, ça donne rien. T'sais, j'avais besoin de l'extérioriser d'une façon. Fait qu'écrire, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de ce côté-là. Puis ça a été quoi les gens qui te suivent sur cette page-là? C'est quoi le genre d'échange que tu as, le genre de rétroaction que ça provoque? De l'amour, beaucoup d'amour. Du support, mais de l'amour surtout, sont là. Tu sais, juste le fait de dire on pense à vous autres, même si ça prend juste un petit 2 minutes dans la journée d'écrire ça, pour nous autres, on se rend compte qu'il y a une panoplie de personnes, autant au Québec, mais il y en avait en France, il y en avait en Belgique, il y en avait partout, qu'on connaît pas puis qui nous supportent. T'sais. C'est drôle parce que tu dis un petit 2 minutes de dire hey, on pense à vous autres, lâchez pas, go Raphaël, go. C'est un petit geste pour la personne qui écrit ça, mais ça fait une grande différence dans votre réalité. Puis j'ai envie de dire que c'est un peu ça, la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Ouais. Je le répète, mais on dit des fois qu'on est une petite fondation par rapport à d'autres qui ont un peu plus de visibilité ou d'exposure ou de réputation ou de renom. Mais je pense, en toute modestie, qu'on fait aussi une grande différence. On n'a pas senti que c'était une petite fondation du tout. Au contraire, on les a sentis forts. Ils ont toujours été là pour nous. À chaque fois qu'on avait des questions, ils répondaient à nos questions. On n'a jamais laissé tomber. On a toujours été avec eux autres. Ils ont toujours été avec nous. Fait que j'ai jamais senti que c'était une fondation de moins grande importance qu'une autre. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a même presque fait plus que plusieurs autres fondations.
C'est ça, la Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'est Patrick qui l'a dit, c'est pas moi. Voilà. Moi, je suis le porte-parole, je vous le dirais d'emblée, mais là, c'est un papa qui en a bien bénéficié pour fiston Raphaël. Écoute, je sais, on fait souvent, j'ai eu une vidéo de fête, d'ailleurs, de plein de familles comme ça, dont tu faisais partie. Qu'est-ce que t'aimes quand les gens disent « Hey, on fait une vidéo pour Jean-Thomas Jobin qui a fait son don grâce à Big Brother, pour Steve Bégin, quand c'est le temps de dire un petit coucou, quand c'est pour moi. » Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça, participer à ces vidéos-là, Raphaël? Ben, moi, j'aime ça, aider le monde et leur dire des mots. Les remercier. Mm-hmm. Là, s'il y a des gens qui regardent ça en ce moment, je te mets pas de pression, là, mais si je te demande pour toi, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui se disent « Hey, la Fondation, est-ce que je fais un don? Est-ce que j'en fais pas? » T'as envie de leur dire quoi? Ben, s'ils seraient là, ben, j'aurais dit quand même merci pour qu'ils regardent cette vidéo-là. C'est podcast. T'es hot. Merci, Raphaël. Est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose sur la vie, le parcours avec Raphaël, ce que vous avez... parce que là, en ce moment, est-ce qu'on a le droit de penser que c'est derrière vous puis que ça ne peut que mieux aller? Je ne sais pas si on peut se permettre de penser ça avec tout notre vécu. On espère. Pour l'instant, tout va bien, tout est beau, tout est sous contrôle, mais on pensait que c'était fini il y a 8 ans avec sa leucémie, puis ils nous ont revenu avec ça. Fait que... on ne sait jamais. On a toujours peur. On a toujours une crainte en arrière de nous. Ah ouais, hein? Ah ouais. Il y a toujours cette espèce de nuage-là qui... oui, tout le temps. Est-ce que tu dirais que votre vie quand même familiale a réussi à reprendre un minimum de son cours plus normal? Oui. Surtout cette année. L'année passée, il fallait qu'il soit en virtuel à cause de la COVID. Il venait de recevoir sa greffe. C'était pas trop bon. Fait que ça, il a trouvé ça difficile. Cette année, au moins, il est en classe, en présentiel avec du monde. Fait qu'il est content, il voit du monde. Comment tu trouves ça d'être de retour avec tes amis? Ben, c'est mieux. Au moins, j'aurai des créations comparées en virtuel. J'en avais pas. Puis d'avoir tes amis proches à l'école, de pouvoir jaser, jouer avec eux, ça te fait-tu du bien? Oui. Qu'est-ce que tu pensais que tu allais dire quelque chose? Non? Rien à ajouter là-dessus? J'allais dire, la mémoire me joue des tours. Tu me parlais de... Oui, j'allais dire, mais tu parlais de ce nuage qui vous suit tout le temps, mais est-ce que c'est dur de passer à la prochaine étape? Oui. Je pense qu'on n'a pas... on ne l'a pas accepté encore, tout simplement. C'est arrivé trop vite. On n'a même pas été 2 mois sur la liste d'attente. Fait qu'on n'a même pas accepté le fait qu'il y a besoin d'un cœur, qu'on l'a déjà. Fait que nous autres, c'était l'adrénaline tout le long, tu sais. Fait que, oui, je te dirais que... honnêtement, mon cerveau, on dirait qu'il essaie de l'oublier. On se concentre sur le moment présent, ça va bien, on s'amuse, on écoute un film, on joue dehors. Mais, tu sais, si j'ai juste à voir... C'est ça, avec Facebook, il y a toujours des photos qui reviennent, hein? Quand tu revois des photos qui te donnent des mauvais sentiments, c'est moins fun. Là. Ben merci de ce partage. Ça fait plaisir. Et on a été là quand c'était nécessaire, la Fondation des gouverneurs de l'espoir. On se souhaite que plus jamais vous ayez besoin de nous autres. Mais, mais si ça devait se présenter, on a été là, on est là et on sera là. Donc, Raphaël, merci. Prends grand soin de toi. Tu es très inspirant de par ta force. Déjà, à la hauteur de tes 8 petits mois, tu as réussi à être fort et solide pour vaincre cette maladie-là, accepter ton nouveau cœur il y a bientôt 2 ans. Puis probablement qu'au moment où vous visionnez ceci, on sera rendu passé son anniversaire, mais dans 10 jours, c'est ta fête. Bonne fête, mon grand Raphaël, 11 ans. Ça me touche de te souhaiter ça parce que je suis tellement sensible. Je vais me rendre au bout de ma phrase, mais j'ai mes petits bonhommes qui ont 11 ans. Puis je peux pas m'imaginer vivre tout ce que vous avez vécu dans ces 11 années-là. Vous êtes d'une force. Je serais pas capable d'être assis là si c'était pas si ça m'était arrivé. Bref, voilà. Donc vous avez tout mon respect et toute mon admiration. Toi le premier, mon beau grand Raphaël, bonne fête. Et Patrick, merci. Merci d'avoir revisité ça avec nous autres. Et vous autres qui nous regardez, si vous avez une larme à l'œil, vous autres aussi, c'est bien correct, ça fait que je me sens moins tout seul. Puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle, fondationdesgouverneurs.org. On est les gouverneurs de l'espoir. Il y en a qui disent qu'on peut vivre d'espoir et moi je pense que l'espoir fait vivre. À bientôt. Vous trouverez tous les autres épisodes des Jazettes de l'espoir en format audio sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et en format vidéo sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans une prochaine Jazette.